bonjour, très heureux. J'ai envie de tout doubler. Bonjour, très heureux. On fait comme ça. De vous retrouver, bien sûr, School TV, le mag. 30 minutes, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on se met en mode action-éducation et on s'intéresse aux langues régionales. Voici sans plus tarder le sommaire de cette toute nouvelle émission. Et cette question, les langues régionales vont-elles, oui ou non, à terme disparaître en France? Breton, corse, basque et j'en passe. Les associations sont inquiètes, voire très inquiètes. Irina Capron vous dit pourquoi. Dans un instant, bon nombre de politiques montent au créneau pour dénoncer une situation explosive. Quel cadre légal pour l'enseignement immersif? Est-il compatible, oui ou non, avec les préconisations de l'éducation nationale? On le verra dans un instant. Et puis, assiste-t-on à une éternelle bataille entre Paris et la région? Français contre les langues régionales. Pourquoi ce débat est-il si inflammable, je vais y arriver, si intime? Que révèle-t-il? On en parle justement avec nos deux invités, avec Marie-Jeanne Verny. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes en Skype, vous êtes professeur, bonjour, des universités en langue et littérature occitane, co-secrétaire de la FELCO, une des associations membres du collectif Pour que vivent nos langues. Yann Huguin est également avec nous, bonjour. Merci d'être avec nous. Yann, vous êtes président du réseau Diwan, réseau d'écoles associatives en immersion en breton, bénévole, et vous êtes également parent d'élèves. Merci à tous les deux. On converse avec vous juste après la loupe d'Irina. C'est parti. Irina Capron, comment ça va? Bonjour Patrice. Vous nous parlez en quelle langue aujourd'hui? Vous avez une langue régionale ou pas? Du schnorr, non? Non. Ah, vous avez... Non, pas de... Non. Bon, j'ai tenté, pourquoi pas. Je pensais que vous alliez faire un petit effort pour cette émission, mais je vois que non ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'une langue régionale? Ça m'étonne pas. Une langue régionale, c'est une langue dotée d'un ancrage historique de dimension nationale, parlée sur le territoire avant la généralisation du français. Alors, elles sont très nombreuses dans les territoires d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie en compte une trentaine et la Guyane une douzaine. En métropole, il y a par exemple le breton, le normand, l'occitan, l'alsacien, le basque, le catalan ou encore le corse. Selon Michel Feltin-Palas, auteur du livre « Sauvons les langues régionales », à la fin du XVIIIe siècle, 80% de la population française ne parlait pas français. Et avant la Première Guerre mondiale, ils étaient encore 50% à ne pas parler le français. Il a fallu attendre 1951, effectivement, pour que les langues régionales fassent l'objet d'une première reconnaissance. Effectivement, la loi d'Aixonne en 1951 introduit le basque, le breton, le catalan et l'occitan dans l'enseignement. Alors au fil des années, d'autres langues suivront comme le corse, l'alsacien, le tahitien ou encore les créoles. Depuis cette loi, de nombreux établissements bilingues conventionnés se sont développés pour enseigner ces langues régionales comme Diwan pour le breton ou encore la Bressola catalane. Ces établissements permettent un apprentissage immersif dès la première classe. Mais l'article 2 de la Constitution française de 1958 mentionne depuis sa modification par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 que la langue de la République est le français. Le français devient ainsi la seule langue officielle en France. Et c'est seulement depuis 2008 qu'il est inscrit dans la Constitution que les langues régionales appartiennent au patrimoine français. Et l'enseignement immersif des langues régionales a pourtant été contesté. Oui, cette pédagogie a été rejetée par le Conseil constitutionnel, faute de reconnaissance officielle. Ces établissements bilingues sont gérés par des associations souhaitant défendre les langues régionales. Alors, une circulaire de l'Éducation nationale de décembre 2021 a autorisé cette méthode d'enseignement. Est-ce que le nouveau bac fait la part belle aux langues régionales? Alors avant la réforme de 2018, les langues régionales étaient enseignées comme option et ne pouvaient pas faire perdre de points aux élèves. Avec la réforme lancée en 2019, les élèves peuvent choisir l'enseignement de la langue régionale comme seconde langue vivante. Mais elle fait donc un peu concurrence avec les autres langues comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Autre possibilité pour l'élève, choisir une langue régionale en tant qu'enseignement optionnel au titre de troisième langue vivante, mais dans ce cas, la note ne représente que 1% du total, ça devient presque anecdotique. Cette réforme du baccalauréat montre également l'effondrement des effectifs en cours de langue régionale. Il y a eu 45 à 70% d'élèves en moins en 3 ans dans le public. Et quels sont les bienfaits justement d'apprendre une langue régionale? Eh bien, les langues régionales sont porteuses d'histoire et de culture. Par exemple, les mots escargot ou salade appartiennent à la langue d'oc, qui concerne un tiers du territoire français et qui a produit 1000 ans de littérature, dont la poésie des troubadours. Et ces identités culturelles développent également l'attractivité touristique des territoires. Si vous parlez par exemple le catalan, le basque ou l'alsacien, vous pouvez également travailler dans les pays
frontaliers comme l'Espagne ou l'Allemagne qui donnent accès à un marché de l'emploi dans les secteurs de l'éducation, de la culture et du tourisme et qui sont très demandeurs de salariés bilingues. Et un enfant qui suit des études bilingues présente des résultats scolaires supérieurs, notamment en français, en langues étrangères et même en mathématiques. Une évaluation de 2019 effectuée par l'Éducation nationale montre des résultats meilleurs au brevet et au baccalauréat chez des élèves du réseau D1 que ceux de l'ensemble du territoire. On n'aura vraiment pas le droit à une ou deux expressions du schnorr, non ? Non. Pas là. Désolée. J'ai tenté, 2 fois. J'arrête. C'est parti. Expression orale. L'expression orale avec Yann Huguin, qui est représentant du réseau D1, l'enseignement associatif du breton, et Marie-Jeanne Verny, qui est représentante de la FELCO, enseignement public de l'occitan. Marie-Jeanne, comment qualifiez-vous la situation actuelle ? Est-ce que vous êtes inquiète ? D'abord, je voudrais remercier votre collègue qui a fait un point historique tout à fait juste de la situation, et je le remercie parce que ce n'est pas simple de résumer 50 ans de bataille. Alors, si nous avons souhaité être tous les deux, Yann et moi, présents dans cette émission, c'est parce que nous représentons tous les deux des réseaux complémentaires. Yann vous parlera de l'enseignement associatif et moi je vous parlerai de l'enseignement public. Alors, vous me dites, est-ce que nous sommes inquiets ? Je dirais que moi je me place plus dans une perspective de lutte, je vais employer le mot, parce que vous avez parlé de l'article de la loi Molac sur l'immersion qui a été contesté bêtement par le Conseil constitutionnel. Moi, j'aimerais parler de l'article 7 de la loi Molac, qui est intégré désormais dans le Code de l'éducation et qui parle de généralisation de l'enseignement des langues régionales. Le terme exact, c'est dans le but de proposer l'enseignement à tous les élèves. Dans le but de proposer. Effectivement, la formule est un peu coquine, parce qu'on peut avoir un but sans y arriver. Mais moi, mon idée, c'est ne pas se contenter d'offrir l'enseignement à une minorité d'enfants qui ont effectivement des résultats meilleurs que les autres, ce qui prouve que c'est bon, mais de l'offrir aux familles et aux élèves, notamment celles qui ne demandent pas. Et vous me demandez si je suis inquiète. Oui, je suis inquiète. Enfin, je suis inquiète et non. Oui et non. Je suis inquiète parce que la réforme des lycées dont a parlé votre collègue a minorisé de façon dingue toutes les options en lycée. Les plaçant en situation de concurrence effrénée. C'est même pas l'espagnol ou l'allemand, mademoiselle, excusez-moi, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Toutes les options souffrent. Et comme vous l'avez fort bien dit, les langues régionales, évidemment, font partie de la charrette de ce qui est sacrifié en lycée. Pourquoi je suis optimiste ? Parce que, parallèlement, nos populations sont en demande de cette richesse culturelle et que les élus ont de plus en plus une attitude intelligente par rapport à cette demande. La preuve, la loi Molac a été largement votée par une majorité transpartisane et pour avoir étudié les débats à l'Assemblée lorsqu'elle a été discutée, on n'entend plus les âneries qu'on entendait il y a quelques 10 ou 20 ans. Donc on a l'impression que maintenant la population se rend compte que les langues régionales sont plus une richesse supplémentaire pour le pays qu'un risque d'éclatement de la nation. Bon, ce genre de crainte irrationnelle, ça n'existe plus. Donc je suis optimiste parce que je crois en l'intelligence humaine et je suis pessimiste parce que tout cela demanderait des moyens et des moyens spécifiques définis affectés aux langues régionales et que notre ministère, à l'heure actuelle, n'est pas forcément enclin à accorder les moyens qu'il faudrait. Donc, vous voyez, pessimiste, optimiste, à vous de juger. Eh bien, on va poser la question à Yann Huguin. Jean-Michel Blanquer, à l'époque, assurait que le français devait être présent tous les jours à l'école. Quelle est la position du nouveau ministre et est-ce qu'elle vous rassure ou est-ce que vous, en tant qu'association, vous êtes justement dans l'inquiétude ? Dans l'inquiétude, on sait que la circulaire dont vous mentionnez de décembre donne un cadre et reconnaît en fait l'éducation par immersion, mais on a toujours en fait cette crainte qu'une circulaire reste un document qui peut être annulable et on voit bien que la Constitution laisse toujours en fait cette marge d'interprétation. Et c'est vrai que
les militants tels qu'on est, on souhaite vraiment que le débat avance et que ce qui aurait dû peut-être être fait, c'est de vraiment lancer une réforme constitutionnelle pour évacuer ce problème. Ouais. Donc voilà un peu déjà une revendication très large pour voilà, éviter d'avoir cette épée de Damoclès à un moment d'une circulaire qui pourrait être annulée. Et d'un autre côté, comme le dit Marie-Jeanne, il y a une lutte quotidienne pour les moyens, pour qu'on puisse faire convenablement notre mission, parce qu'on rappelle qu'on est certes associatif privé, mais on est des écoles laïques, gratuites et ouvertes à tous. Et donc pour ça, il est nécessaire que les parents s'impliquent dans nos écoles. Et donc on doit traiter le problème, on va dire, national de reconnaissance, mais aussi au quotidien, accompagner les parents en fait qui sont gestionnaires des écoles pour que les écoles puissent fonctionner correctement au quotidien. Voilà. Yann, est-ce que d'après vous, le président de la République Emmanuel Macron a une position claire sur le sujet ? Disons lors du problème en fait de la censure, en tout cas la démarche constitutionnelle, la censure du Conseil constitutionnel sur l'immersion, le président de la République était intervenu très rapidement, certes par les réseaux sociaux, pour dire que les langues régionales étaient une richesse et que tous les modes les modes de transmission devaient être conservés et préservés. Donc très rapidement, on a vu quand même une réaction politique et le Premier ministre, donc Jean Castex de l'époque, en fait, s'est saisi du dossier et a souhaité trouver rapidement une solution, donc qui a été étudiée par des rapports et des études faites par 2 députés, donc Yannick Carlogotte et M. Uzet, et qui a donné lieu en fait à des discussions à la rentrée 2021 pour aboutir sur cette circulaire. Donc on sent quand même que sur ce sujet-là, et parce qu'on sait qu'il y a aussi des ministres qui étaient assez sensibles sur ce sujet-là, et on a souhaité trouver une solution politique très rapide. Donc on pense quand même que le président de la République est toujours soutenant. Et lors des élections présidentielles, on avait avec le collectif Pour que vivent nos langues interrogé les candidats au présidentiel, et donc le candidat président Macron s'était positionné aussi en faveur des langues régionales. Quel est votre sentiment justement sur la position d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il a une position claire ou est-ce qu'il fait du en même temps sur le devenir des langues régionales ? Je suis beaucoup plus sceptique que Yann. Disons qu'on peut s'appuyer sur des propos qu'il a tenus, mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et là, je crains que les faits ne soient pas du tout conformes aux déclarations. Et puis, je pense profondément qu'il y a un profond mépris du président Macron. Il avait une grand-mère qui était d'origine gasconne et il a été interrogé en Corse un jour à l'Assemblée de Corse à ce propos, et il a dit si que c'est enregistré, un conseiller territorial. Vous ne voulez quand même pas nous enfermer dans les cabinets. Bon, il a employé ce terme. Bon, il s'est, je dirais, excusez-moi le terme un peu vulgaire, lâché dans un contexte semi-public. Il l'a quand même dit. Je ne crois pas, franchement. Je crois à ce dont parle Yann, la pression politique. Parce que le pays est divisé sur la question. Et ces divisions concernent aussi bien la droite que la gauche. Donc notre jeu à nous, pour que vivent nos langues, c'est extrême droite exclue, parce que là, il y a unanimité, nous ne parlons pas à l'extrême droite. Mais en dehors de l'extrême droite, nous nous adressons à toutes les forces politiques. Et notre jeu, je ne sais pas si le mot jeu convient, mais notre travail, c'est de rencontrer des élus de la représentation nationale, députés, sénateurs, mais aussi nos élus régionaux, et de discuter pied à pied pour leur montrer que non seulement on n'est pas une menace, mais qu'on est un plus pour le pays. Donc voilà, la politique, c'est une chose qui bouge. Le candidat président, actuellement président, je n'y crois pas. Par contre, je crois à un rapport de force susceptible d'évoluer. Si on se montre, comme je crois nous sommes, Yann et moi, des gens de discussion, de raisonnement, de dialogue, et si nous montrons que ce que nous apportons aux gamins, c'est un plus, c'est pas un moins, si nous affirmons que l'immersion, c'est pas une horreur, que c'est un système pédagogique qui fonctionne, si nous disons que ce qui profite à certains enfants plus conscients que d'autres, il faut l'offrir à tous, si nous montrons que quand un gamin vient habiter dans nos régions dont il n'est pas originaire et qu'en apprenant nos langues régionales, il peut lire les toponymes, il peut comprendre que Kers, c'est maison en breton, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Yann, et qu'en occitan, tous les puèches, c'est les montagnes, c'est les collines. Donc, on propose aux enfants qui viennent vivre chez nous,
ou qui en sont, de lire nos paysages, de lire nos noms, d'avoir accès à nos légendes. On apporte un plus. Yann, je n'ai pas dit une bêtise sur Caire. Ça, c'est mais... Non. Je n'ai pas dit une bêtise, Yann. On fera quelques cours aussi en Occitanie et vice-versa. Oui, merci. Irina. Marie-Jeanne, justement, vous faites partie du collectif qui a lancé cette pétition pour une vraie place des littératures en langue régionale dans les programmes scolaires. Justement, quelle est la place de la littérature des langues régionales dans l'enseignement ? Et je remercie Paul Molac qui a été dès le début membre de ce collectif. Eh bien, parce que je suis au départ professeur de littérature, quand j'étais professeur de littérature en lycée, je mettais dans mes programmes des littératures occitanes traduites en français, avec à côté le texte occitan. Et ça me permettait, dans le lycée de Nîmes où j'étais, ça me permettait de montrer aux gamins qu'à côté des textes traduits de l'anglais, Shakespeare ou de l'espagnol, Lorca, il y avait des textes traduits de l'occitan. Et en faisant intervenir des écrivains occitans dans mes classes de français, j'ouvrais l'occitan à des élèves qui n'étaient pas forcément élèves d'occitan. Donc c'est un petit peu l'idée, ça, c'est de présenter en France à tous les gamins le fait qu'il existe des littératures très riches dans nos langues et de montrer à un breton qu'il existe un Frédéric Mistral à un côté occitan, qu'il existe à un occitan, qu'il existe Tanguy Mallemanche en breton, qu'il existe Carpalin Marimoutou à La Réunion, etc. Autrement dit, de s'adresser à la France tout entière et de montrer que la France, elle est riche de sa diversité linguistique et culturelle. C'est un petit peu l'idée, si vous voulez. Proposer cela et que ces textes insuffisamment connus soient connus partout. Après, les programmes, il y a une partie de liberté des collègues. Le collègue prend ou ne prend pas. Mais au moins, si les programmes lui disent « vous pouvez associer à vos cours de littérature française des textes traduits de littérature en langue régionale ou de littérature européenne, comme c'est le cas actuellement, eh bien, on ouvre la connaissance de nos cultures à un public plus large. C'est l'idée de la pétition, qui fonctionne bien, qui approche les 10 000 signatures. Et voilà, parce que je pense, si vous voulez, je ne sais pas si Yann sera d'accord, mais je pense que nous souffrons plus d'une non-connaissance de nos richesses que d'une véritable hostilité. L'hostilité, elle est sur les moyens, mais sur l'idée, sur la culture, la richesse que nous représentons, les gens ne savent pas ce que nous pouvons apporter. Si nous portons la connaissance d'un public large, le fait que nos littératures sont porteuses de lecture du paysage, mais aussi de littérature, eh bien, les gens auront envie que leurs gosses apprennent le breton ou l'occitan. Alors Yann Huguin, justement, vous vous sentez mal connu, mal aimé ? Mal connu, mal aimé, disons que, comment dire, le réseau Diwan, en fait, quand on veut se développer, on vient créer une nouvelle école au sein de communes où il y a déjà souvent la filière privée catholique et publique. Donc, comment dire, pendant plusieurs années, c'était toujours un peu la négociation, en tout cas la lutte pour réussir à créer ces écoles. On voit de plus en plus de l'acceptation et c'est vrai qu'ils y voient une richesse en termes d'offres scolaires, on va dire. Et également aussi en termes d'animation de communes, parce que la plupart du temps, les écoles Diwan, comme je disais, sont associatifs et nécessitent finalement de l'autofinancement et font de l'animation souvent autour des communes. Et c'est vrai que plusieurs événements sur la Bretagne sont liés aux écoles Diwan. On pourrait presque dire que beaucoup d'écoles Diwan, par exemple, participent au Vieilles Charrues, qui est un grand festival à Carré, au centre Bretagne, mais on pourrait parler d'autres événements. Donc c'est une richesse en termes d'animation. Donc je dirais ce frein-là est pas évident, mais comment dire, on essaye de lever petit à petit. Et d'un autre côté, ce qui nous rassure, et c'est vrai que c'est un argument assez fort, c'est qu'il y a eu en 2018 une étude lancée par la région sur les langues régionales, parce qu'en Bretagne, on a certes le breton, mais on a aussi le gallo. Et donc, c'était une étude sociolinguistique pour savoir quelle était la perception des Bretons. Et ce qui nous rassurait, en tout cas, ce qui nous avait étonné, c'est qu'il y a une forte demande pour l'enseignement bilingue, on va dire public, privé ou Diwan. Donc, c'est vrai qu'on arrive maintenant vers les communes en leur disant, regardez, la demande et par rapport à l'offre, qui est moins présente, on est capable de vous accompagner pour finalement répondre à quelque sorte à la demande. Et donc c'est la démarche qu'on fait avec, je vais vous dire, sur le territoire breton, une démarche où on souhaite passer, actuellement on est à 20 000 enfants en filière bilingue, enfin toute filière
confondus, et on souhaite à l'horizon 2026 passer à 30 000, donc une augmentation de plus de 30% de l'effectif, donc ce qui nécessite un effort et surtout un accompagnement de tous. Et donc c'est vrai que des collectivités, et c'est vrai que plusieurs collectivités bretonnes, dont la région, les départements, nous accompagnent. Maintenant, on demande aussi aux communes de trouver en fait des solutions pour nous accueillir. Et reste un des points de vigilance, et c'est vrai que là, ça touche toutes les filières, c'est les moyens de l'État par rapport à ce développement-là. L'info en plus avec Irina. Et l'info en plus d'Irina Capron, vous allez nous parler cette fois-ci d'un livre pour apprendre pas le breton, pas l'occitan, mais l'alsacien. Oui, il s'agit d'un ouvrage pour enfants intitulé Ins Bitala Kleiner Duma. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé parce que très bien. Je ne pratique pas l'alsacien. En français, c'est Oli Petit Pouce. Alors c'est le 10e livre de Marie Brignonne. Elle est orthophoniste et vit à Mulhouse. Et elle pratique l'allemand et apprend petit à petit l'alsacien. Les ouvrages d'apprentissage en langue régionale sont rares. Les enseignants manquent de support. C'est pourquoi elle a décidé d'écrire ce livre pour inciter les enfants à apprendre l'alsacien. Alors c'est un outil pédagogique qui comprend une histoire à raconter, mais aussi à jouer, et une berceuse. Le livre est traduit en alsacien, mais aussi en allemand. Et on le sait, l'apprentissage d'une langue se fait dès le plus jeune âge. Et mêler le jeu à la lecture, c'est un bon moyen pour apprendre la langue. Marie-Jeanne Verny, une langue régionale, c'est une langue vivante. Absolument. Et je suis ravie de ce que votre collègue a appris ici. C'est ce qu'il faut, effectivement. J'ai une petite fille qui est scolarisée en école bilingue publique. Et je trouve ça merveilleux qu'elle ait deux langues à sa portée, c'est extraordinaire. Et je pense que la petite, elle sera plus tard apte à apprendre des langues romanes comme l'espagnol ou l'italien ou le catalan, parce que petite, elle aura eu deux langues, l'espagnol et l'occitan. Et si je peux me permettre une confidence personnelle, moi j'étais fille de paysans du Cantal, dont la langue était l'occitan entre eux. Évidemment, moi, ils ne parlaient que français parce qu'ils ne voulaient pas que je sois punie comme eux. Mais de fait, j'étais bilingue, au moins de façon passive. Et par la suite, j'ai eu toutes les facilités pour apprendre d'autres langues. Mais c'était un jeu. C'était un jeu. Et pourquoi c'était un jeu? Parce que petitoune, je savais qu'une table, c'était pas seulement une table, c'était aussi une table. Et après, quand on m'a dit table ou mesa, eh ben, j'étais dressée à l'idée que la chose pouvait se dire avec plusieurs mots. Et ça donne une plasticité au cerveau qui après vous rend réceptif à d'autres langues. Également au niveau de la phonologie. Quand on pratique deux langues en étant petit, au moment où toutes les aptitudes phonatoires sont ouvertes, eh bien l'appareil phonatoire se développe de telle manière qu'on prononce plus de sons, on a plus de sons. En occitan, on a des diphtongues, au, ei, etc. D'où l'anglais est facile. Ça paraît curieux, hein? L'anglais et l'occitan, ce n'est pas des langues sœurs au niveau origine linguistique. Mais comme on a des diphtongues en occitan, les diphtongues anglais sont faciles, voyez. Donc moi, je suis persuadée que c'est une richesse. Persuadée. On est contre personne, Yann et moi. On veut offrir quelque chose en plus aux gens qui vivent chez nous, d'où qu'ils viennent. Parce que ce soit dans l'associatif ou dans le public, on n'a pas un enseignement identitaire, on a un enseignement d'ouverture à celui qui vit ici, d'où qu'ils viennent. Ça, je crois que, Yann, tu ne me démentiras pas, hein, c'est vraiment offrir aux gens qui vivent ici un plus, une ouverture vers le pays d'adoption. Et c'est pas, on n'enlève rien du tout. Comme disait un de mes amis, on ne peut avoir qu'une seule religion, mais on peut avoir tout plein de langues. Yann, vous confirmez? On peut avoir zéro religion. Alors, c'est vrai, on peut avoir zéro religion et on peut avoir tout plein de langues. Donc nous, c'est un plus, c'est une ouverture qu'on offre, c'est pas un enfermement. Yann? Oui, tout à fait. Nous, c'est vraiment une richesse qu'on souhaite offrir à nos enfants. Et c'est vrai que le témoignage un peu intime, c'est que mes parents étaient bretonnants et m'ont pas transmis. On voyait bien déjà un peu cette victimisation qu'il y a eu dans plusieurs territoires. Et c'est vrai qu'inconsciemment, je m'y suis mis. C'est compliqué de s'y mettre, on va dire, sur le tard. Et c'est vrai que quand je vois mes enfants qui ont cette richesse d'avoir cette langue, plus le français et d'autres langues, ça permet en fait d'avoir un acquis assez supplémentaire. Mais je voulais justement dire par rapport aux moyens, nous on se rend compte qu'il faut arriver aussi pour que la langue soit vivante à la développer.
Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des très bons locuteurs qui soient formés. Et on se rend compte, par exemple, on a un débat actuellement sur les lycées où on doit avoir des heures d'enseignement de langue régionale, comme on a des heures d'enseignement dans les autres langues. Et pour l'instant, il y a un point d'achoppement avec le ministère sur ce point-là. Et on y voit quand même, nous, un frein, en fait, au développement qualitatif de la langue pour donner, on va dire, demain des locuteurs qui seront en mesure de développer la langue, de la rendre vivante, de faire de la création artistique, même de la recherche, pourquoi pas. Et donc ça, c'est un point important. Et l'autre aspect aussi par rapport à nos enfants qui apprennent une langue régionale, c'est qu'il faut absolument que cette langue régionale soit apparente sur l'espace public pour plus d'acceptation. Et c'est une revendication qu'on a aussi de faire apparaître la langue régionale sur l'espace public parce que il s'est effacé petit à petit. Et il est certain que pour les enfants qui apprennent, c'est plus motivant de voir en fait une langue qu'ils ont appris à l'école apparaître sur l'espace public. Voilà. Et Yann, existe-t-il des crèches bilingues ? Il en existe, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas du coup dans notre réseau immersif. Donc on les connaît. Enfin, il y a des crèches. C'est vrai qu'elles sont moins liées à l'éducation nationale, sont plus des crèches associatives. Il y avait un réseau à l'époque qui était pris. Maintenant, ce sont les maisons de les tiers-vaux, on revient avec TI, donc les maisons de pays, qui organisent un peu ces crèches, mais ça existe. Après, c'est vrai que nous, on prend les enfants à partir de 3 ans, et donc c'est vrai que quand ils arrivent à cette époque-là, à cet âge-là, ils sont très, très souples, et c'est vrai que ça rentre très, très facilement, d'où le principe du bilingue et de l'immersion, surtout, qui fait un temps d'exposition qui non plus, finalement, tellement par la transmission familiale ou sur l'espace public. Voilà. Question pour Marie-Jeanne, en quoi l'outil numérique peut vous aider pour la préservation de cet héritage régional ? D'abord, j'approuve totalement ce qu'a dit Yann par rapport à la présence publique. C'est essentiel. Si nos élus territoriaux ne comprennent pas qu'ils doivent, c'est là leur rôle, c'est agir pour qu'il y ait de l'occitan et du breton dans l'espace public. Les outils numériques, ça fonctionne surtout par rapport aux jeunes. Je me rends compte, déjà, on a des outils numériques puisqu'on a un office public de la langue occitane qui a des outils numériques assez développés. On a le CIRDOC qui est un centre interrégional de documentation occitane où il y a aussi beaucoup d'outils numériques. On a le congrès permanent de la culture occitane où il y a aussi des outils numériques. Donc ça, c'est utile. Mais comme tous les outils, évidemment, ça suppose qu'on apprenne à s'en servir. Ce que je constate, c'est que dans les réseaux sociaux, Facebook et autres, pardon pour la pub involontaire, la langue vit. La langue vit et des locuteurs jeunes l'utilisent sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis pour tous les outils, quels qu'ils soient, aussi bien la lecture de poèmes, qui est plutôt mon univers, que les outils numériques. Il ne faut rien abandonner. J'aurais juste une petite nuance dans ce qu'a dit Yann. L'occitan est une langue qui s'apprend très très facilement, vraiment. Et l'immersion n'est pas absolument nécessaire pour faire un bon locuteur. En revanche, nous, le point d'achoppement, c'est la généralisation. Parce que de fait, que l'on prenne le réseau public ou le réseau associatif, j'ai calculé l'autre jour les chiffres, en prenant les chiffres officiels, 4000 élèves dans le réseau associatif pour 32 départements, et 10 000, je parle de l'associatif immersif, et 10 000 dans le réseau bilingue public. Ça veut dire 14 000 gamins d'occitan qui font de l'occitan d'une manière intensive. Mais par rapport à nos 32 départements, c'est dérisoire. Donc s'il n'y a pas à côté de ces lieux forts qui vont former de bons locuteurs, ce que disait Yann, s'il n'y a pas des lieux où on pourra se frotter un peu à la langue, en savoir un petit peu, savoir qu'elle existe, on aura des oasis dans un désert. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut offrir à tous. Donc là, je crois, pour l'occitan, c'est un petit peu un des combats importants. On a trop de régions, notamment celles du Nord, qui sont vides de langue, d'enseignement de langue, pas de langue pratiquée. Et ça, nous, c'est vraiment la généralisation. Nous, c'est l'article 7 de la loi Molac qui est notre combat fondamental. Et le message est passé. Merci infiniment à tous les deux. Marie-Jeanne Verny, professeure des universités en langue et littérature occitane, co-secrétaire, je le rappelle, de la FELCO, une des associations membres du collectif Pour que vivent nos langues. Et Yann Huguin, qui est président du réseau Diwan en Bretagne, réseau d'écoles associatives en immersion en breton, bénévole et parents d'élèves. Un grand merci à tous les deux pour ces échanges plus que fructueux. Et un grand merci à vous, très chère Irina. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.